Il y a tout juste 400 millions d'années, les premières traces d'animaux commencent à apparaître sur la terre ferme. Les premiers animaux à arpenter le sol sont des arthropodes. Un embranchement auquel appartiennent les insectes, les araignées ou encore les mille-pattes. Mais aussi les gastéropodes, une classe de mollusques qui regroupe les escargots et les limaces. De là s'ensuit une évolution du vivant par sélection naturelle et une véritable diversité d'animaux se côtoient dans un équilibre naturel extraordinaire. Cinq extinctions de masse, avec des millions d'années d'intervalle, ont permis au vivant d'être celui que nous connaissons aujourd'hui. La Terre est une source de vie étonnante qui saura toujours trouver des solutions pour évoluer et pour continuer d'exister. Mais tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Ainsi, il aura fallu près de 4 milliards d'années avant la première apparition de l'homme. Et chaque extinction de masse sont espacées de dizaines de millions d'années. Pourtant, aujourd'hui, tout s'accélère. Ces 50 dernières années, la planète a perdu 70% des effectifs d'animaux sauvages. Sur Terre, aujourd'hui, environ 44 000 espèces animales sont menacées d'extinction. Et je ne t'apprends sûrement rien, mais l'homme est le plus gros responsable de cette accélération. Entre introduction d'espèces invasives involontaires, déforestation, braconnage, pêche industrielle ou pollution, aucun endroit du monde n'est épargné. Même au cœur de l'Amazonie, vous pourriez voir passer au-dessus de vous un avion ou manger des poissons contenant du plastique. Pourtant, parmi tout cet effondrement, des espèces arrivent à réapparaître, à survivre ou même à augmenter leur effectif. Et c'est comme ça que dans les années 1950, un constat est fait. Le tuituite est considéré comme une espèce vouée à disparaître. Il n'y a plus aucun espoir. Mais aujourd'hui, cet oiseau existe encore et arpente les sommets d'une seule montagne de la majestueuse île de la Réunion. Mais alors comment a-t-il pu arriver jusqu'à aujourd'hui? Et comment cet oiseau arrive-t-il dans la situation actuelle à augmenter ses effectifs? Nous voici donc partis sur les traces de l'un des oiseaux les plus rares au monde qui a frôlé l'extinction il n'y a de cela que quelques années. Mais avant toute chose, il faut que je te présente l'équipe. Elle, c'est Cam, fondatrice du projet 555, graphiste et monteuse. Tu as sûrement déjà dû voir passer son taf pour les Nantais à Beaulieu ou sur les réseaux sociaux du projet. Curieuse, elle aime particulièrement les défis et le dépassement de soi. Quand même le vertige. D'où le fait aujourd'hui qu'elle s'apparente à un véritable couteau suisse. Son côté coquette n'est jamais laissé de côté, même au fin fond de la forêt. Je te présente Rémi, le frère de Cam et notre nouveau cadreur. Issu d'un BTS audiovisuel, il travaille sur Paris pour de grandes chaînes de TV. T'as déjà dû voir son travail lors d'événements sportifs où il effectue les ralentis des plus belles actions. Tu l'as peut-être aussi aperçu sur scène à filmer des festivals de musique et de cinéma. Toujours partant pour faire une randonnée en pleine nature, il apporte la bonne humeur et le rire dans n'importe quelle situation. Lui, c'est Flo. Je l'ai rencontré en 2020 quand je suis arrivé à l'université de La Réunion. Il m'a un peu pris sous son aile alors qu'il préparait son doctorat. Aujourd'hui, il est président de l'association Best Run, c'est quelqu'un de très investi dans les projets locaux et il est agent à la CEOR sur le projet de conservation du tuituite, évidemment. Un vrai professionnel mais surtout un vrai ami avec qui nous avons été ravis de passer ce moment hors du temps. Non,
c'est dangereux. Et moi, c'est Tristan, photographe animalier spécialisé en herpétologie, soit les amphibiens et les reptiles. Je suis le binôme de Cam et cofondateur du projet 555. Issu d'un bac et d'un BTS animalier, ainsi que d'une licence de bio, j'ai aussi étudié la communication et l'audiovisuel. J'aime particulièrement rencontrer et observer les animaux dans leur milieu naturel, toujours partant pour me balader la nuit et pour chercher des reptiles. Les forêts tropicales, c'est pour moi un véritable oasis où je me retrouve bien plus à l'aise que dans une ville. Et ça, c'est nous. Après un réveil à 3h du matin, complètement déphasé, en train d'essayer de faire nos sacs, avec un cerveau à moitié réveillé. On est parti de Saint-Pierre pour rejoindre Flo à Roche-Écrite, la seule montagne où on peut observer le tutuite. Car en effet, si aujourd'hui le tutuite est classé en danger critique par l'UICN, c'est aussi dû à son aire de répartition limitée à un seul massif. La seule implantation de plusieurs couples reproducteurs sur un autre massif voisin pourrait potentiellement permettre une réévaluation de son statut. Cela nous amène à un point important. L'île de la Réunion est une île que l'on pourrait dire jeune à l'échelle de la Terre. En effet, sa création remonte à il y a seulement 3 millions d'années, suite à de multiples éruptions volcaniques sous-marines, accumulant du magma, puis donnant naissance à celui que l'on connaît aujourd'hui comme le Piton des Neiges. Les premières mentions de l'île par des explorateurs européens remontant aux alentours des années 1500, la faune et la flore que l'île abrite ont eu le temps de se développer de façon totalement isolée du reste du monde jusque-là. De ce fait, tous les écosystèmes ont donc été, dès sa découverte, violemment perturbés par toutes sortes d'agents pathogènes et d'espèces invasives jusqu'alors inconnues des espèces habitant l'île. C'est ainsi que cette chaîne trophique parfaitement équilibrée s'est retrouvée totalement bouleversée en moins de 500 ans. Les rats arrivèrent via les cales des bateaux, détruisant les nids d'oiseaux endémiques. Les chats et les pinchers, également présents sur les bateaux pour chasser ces rats, s'établirent sur l'île, se nourrissant de tout ce qu'ils pouvaient attraper. Certains agames et geckos amenés d'Afrique, faisant concurrence aux espèces initialement présentes sur l'île, et bien d'autres exemples encore. Ici, lors de notre mission, la première difficulté pour Camol et Rémi était qu'ils n'avaient jamais ni vu ou entendu cet oiseau. Il est trop tôt. Non. Si. On va donc laisser place à Florian pour quelques explications. Elle est un peu plus noire, avec un petit bandeau là sur les yeux. La femelle, elle est un peu plus brune, claire, un peu couleur crème sur le ventre et brune sur les ailes. Globalement, c'est ça qu'on va chercher. Du coup, là, c'est un oiseau, et vraiment, il est que du coup, sur le massif de la Roche-Écrite. En 2003, il y avait environ 6 couples connus. Et là, on est passé en fait cette année à un peu plus de 55 couples. Donc, il y a une évolution, c'est bien. Mais l'évolution, elle est quand même. C'est une belle évolution, mais par contre, 55 couples, ça reste quand même assez peu. Et comme c'est sur le même massif, donc le massif de la Roche-Écrite, une des craintes serait par exemple un incendie ou quelque chose qui pourrait juste décimer la population. Donc c'est vraiment important de continuer à lutter. Et là, on lutte principalement du coup contre les rats, parce que c'est la menace principale. Du coup, tous les ans, à période sèche, on fait de la dératisation, donc on a des lignes un peu partout dans la forêt pour lutter justement contre les rats. On fait de la lutte chimique, donc avec du produit. On en va beaucoup, on va un peu partout, donc pour porter tout ça, pour la logistique, etc. On fait appel à beaucoup de bénévoles tous les ans. Environ 150-200 bénévoles tous les ans qui commencent à porter ses fruits. Donc c'est cool, mais c'est pas fini encore. Bon, maintenant que vous en savez plus sur le tutuite, il est temps pour nous d'essayer d'aller le voir. Pour ça, Flo, il a quelques points qui sont bien notés dans son GPS. Donc on le suit, on monte pendant, je dirais, environ 1h30, 2h. Dès le matin, c'est un petit peu violent, mais en soi, ça nous réveille tous. Sur la pointe ici, il y avait un mâle qui chantait, et juste ici, il y a un mâle qui chantait. Donc ça veut dire que là, on commence à avoir de la population qui augmente. Il descend petit à petit, le territoire, il s'étend. Les déchets, tu sais ce qu'on en fait? On les jette dans la nature. Oh nom 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 nom. Ah. Voilà le territoire du tutuite. C'est un vrai bourbier pour se déplacer. Les caisses qui sont utilisées avec le raticide dedans. Par la suite, entre le moment où on est arrivé sur le lieu de nidification et le moment où on devait partir pour notre campement, environ 5 heures se sont écoulées. On a dû essayer de traquer les tutuites et tout ça, on vous le raconte à la fin.
On a donc pris la direction du camp qui se trouve à environ 1800 mètres d'altitude et pour ça on a dû marcher environ 4 heures voire 5 heures. C'était relativement épuisant vu la courte nuit qu'on avait endurée la veille, mais bon, pour voir cet oiseau, ça se mérite. Alors on monte, on se décide à aller monter le camp, car oui, là-haut, ils ont tout ce qu'il faut. Il y a des grandes malles en métal sur certains points qui sont un petit peu cachés, qui permettent aux employés de la Céor ainsi qu'aux bénévoles d'avoir de quoi se ravitailler et ainsi de ne pas monter à chaque fois toute la nourriture, l'eau, le raticide et tout le matériel nécessaire au campement lors de chaque expédition. Après une courte sieste dans l'herbe qui nous aura valu des centaines d'œufs de mouches sur nos vêtements, on se décide enfin de s'affairer à monter le camp. Donc là, tout le monde s'y met un petit peu, on commence à monter les tentes, sortir le matériel de cuisine et on commence tous à cuisiner. Et évidemment, ce soir, c'est Carrie. On était fatigués, hein. Ouais. De toute façon, on l'a bien vu sur la sieste. Ouais. On s'est tous fait Première fois que je embarquer fais là. une sieste comme ça. Ça m'est déjà arrivé de déjeuner 5 minutes, mais une sieste d'une heure. Elles sont pas bonnes. Elles sont cheloues. Merde, bah t'en auras. Ça la vraie russe. Non, nous c'est comme ça. Non, c'est. Freedom. C'est compliqué. Sans tes épices, là, ton ail, ton gingembre, tes oignons, tes tomates. Ok. Ta matière première. Ta viande du coup, ouais. Ouais, et après chacun a sa version. Il y en a ils mettent pas de tomates, ça je comprends pas. Il y en a ils mettent pas de gingembre, il y en a ils mettent pas de ça. Chacun, en fonction de son truc, ils ont leur recette, tu vois, mais demande surtout pas la vraie recette d'un curry à un créole. Le pire, c'est quand nous on ramène plein de bénévoles à faire des currys. Quand c'est des métros qui viennent en bénévole, pas de soucis. Quand il y a des créoles, tout le monde regarde comment le curry est fait. Ah oui. Et là, non, c'est dangereux, tu vois. Tu dis, ah là il va falloir. Je vais faire ça demain pour nous occuper sur la route. Je vais appeler Freedom, je vais leur demander comment faire un bon curry. Demande-leur à quel moment on met la crème fraîche. Parce qu'il y a eu une recette là, qui a été virale sur les réseaux sociaux où une meuf faisait un rougail saucisse à la crème fraîche, puis elle mettait du curry ou des trucs. On a bien mangé et du coup on en a profité du dessert local pour poser quelques questions à Flo et je pense que ça peut vraiment vous intéresser ces questions. Ma deuxième dose, c'est bon. À vous l'honneur. C'est sucré, ça fait dessert. Oui, c'est ça, exactement. Un petit dessert caramel beurre salé. Le bobo au rhum sans le gâteau. Parce qu'on pense à notre ligne. Exactement. Caramel. Je suis pas sûre si c'est plus ou moins calorique. Non, voilà. La petite tisane elle va refaire du bien aussi. Moi je vais la prendre avec un peu de sucre parce qu'on n'a pas eu assez de sucre là-dedans. Parce que du coup tous les soirs tu rencontres du monde, tu discutes, enfin vous parlez. Souvent les gens qui viennent déjà soit curieux, soit déjà un peu intéressés, et du coup c'est super cool ça. Moi j'avais peur que ça me saoule de tous les 2 jours aller en forêt, porter des sacs de 20 kg pour envoyer du raticide. Ouais. C'est fatigant, hein, physiquement c'est intense. D'enchaîner, si tu fais une session ça va, mais là quand tu fais tous les jours. Mais c'est ouf qu'il y ait autant de bénévoles. Ouais, après on en manque encore, c'est-à-dire que nous notre programme il se base sur les chantiers participatifs. Ouais. C'est que c'est vendu dans le programme, le but c'est de faire intervenir des chantiers participatifs parce que de toute façon c'est juste pas possible. Si tu prends les calculs, les chiffres avec tout ce qu'on a à faire, c'est juste pas possible. La mission avec 4 ou 5 salariés. Tu disais, ouais, 1500 kg de raticide par an. Ouais, sachant que ça c'est juste si tu fais que les raticides, mais il y a tous les autres trucs à côté auxquels tu penses pas, la logistique, les rapports, les tuites, les sentiers, les fermés, bah, tu vas prendre 2 jours juste pour couper le sentier pour l'ouvrir, ça tu comptes pas dans tes dans tout ça, donc juste c'est pas possible. Et donc heureusement qu'on est bénévole. C'est de quand à quand la dératisation exactement, la période Normalement c'est de mai à septembre environ. Grâce à Bestrum, vous arrivez à envoyer combien de bénévoles à peu près ? Alors grâce à Vestrun, du coup, non, parce que c'est le même schéma qu'on faisait avant, hein, c'est tous les débuts d'année en fait, à la rentrée, on essaie de, notamment pour les masters, parce que Vestrun c'est quand même à la base l'association créée pour les masters, donc l'écologie à La Réunion, le Master Best. On essaie de faire une sorte d'intégration, mais au lieu de faire ça en soirée, on les invite à venir en forêt du coup. Pour la plupart ils arrivent tout juste à La Réunion, donc il y a peu de Réunionnais, mais il y en a quand même quelques-uns. Et du coup le but c'est de venir leur
deuxième ou troisième semaine, le temps qu'ils aient le temps d'acheter quand même un sac de rando et des baskets, venir en forêt et justement faire cette action d'ératisation, venir à la rencontre du tutuit et aussi faire du ressentier, chose qu'on n'a pas l'occasion ni le droit de faire normalement. Oui. Et donc c'est un peu une expérience pour découvrir la Réunion un peu intensément et en même temps contribuer à la conservation. Et du coup le schéma il continue tous les ans, sauf que en fait quand on lance les offres, c'est à la base pour les masters, mais on réserve pas spécialement, c'est-à-dire que n'importe qui veut s'inscrire peut s'inscrire. Et à chaque fois en fait au bout de quand on lance l'annonce l'après-midi même, les places sont prises, donc on essaie d'augmenter un peu le nombre de sorties, mais après c'est limité avec l'organisation, etc. Oui. Les bénévoles qui sont quand même intéressés, qui ont des connaissances en écologie en général, ils peuvent venir nous aider aussi pour le suivi de reproduction. Comme on le fait là, du coup. Ce qu'on a fait aujourd'hui. Ouais, comme ce qu'on a fait aujourd'hui, du coup. On a pas mal d'étudiants qui viennent nous aider, à la fois pour la sécurité, parce que nous, quand on va sur des territoires un peu éloignés, il vaut mieux toujours être accompagné. Et du coup, ça permet de doubler l'effort de travail, parce que si on a du monde avec nous, et qu'on va pas seul sur le territoire, du coup si au lieu d'être à deux on peut diviser les secteurs, ou même pour essayer de retrouver les tutuits, si on se divise un peu sur le territoire c'est beaucoup plus simple pour essayer de savoir où ils sont, etc. Tiens, on va dire que c'est des personnes qui peuvent être disponibles assez rapidement, proches, quand on a besoin de quelqu'un on peut même envoyer des messages pour le lendemain, des fois on a du monde quoi. Ça c'est le côté pratique, de lier un peu les deux associations, mais c'est aussi un des buts de Best Run et on fait ça avec les autres assos, même si forcément vu que moi je suis salarié à la séance c'est plus simple de s'organiser pour les sorties tutuit. Et grâce à ça justement. Oui, c'est grâce aux sorties Best Run finalement que je trouvais ce travail, donc comme quoi ça sert. Oui. Et pourquoi les rats sont des nuisibles? Alors les rats, du coup comme on l'a dit, c'est le plus gros problème on va dire pour la conservation du tutuit, mais probablement des autres espèces aussi qui sont moins connues. C'est déjà le rat, c'est une espèce exotique envahissante, donc qui a été introduite par l'homme à la Réunion de manière involontaire, mais qui n'est pas dans son milieu. Et nous, on a des espèces du coup qui ont évolué sur un petit caillou, sur le petit volcan, donc à la Réunion, sans prédateurs, quasiment sans prédateurs. Et donc ils n'ont pas forcément même de comportement de fuite comme on pourrait observer chez des espèces qui seraient habituées aux prédateurs. Et donc en fait le rat, comme il se développe partout et il est présent partout, que ce soit aussi bien dans les villes où c'est plus facile de le voir, mais dans les forêts il y en a absolument partout, jusqu'au sommet de l'île, il y en a vraiment partout. Et du coup forcément le rat c'est un prédateur, il est un peu omnivore, il peut manger à la fois des racines, des graines, des fruits de plantes, mais aussi il peut consommer du coup des œufs d'oiseaux ou même les poussins, et c'est déjà arrivé même sur des adultes. Donc il y a vraiment de la prédation du rat. Et donc c'est pour ça que l'action prioritaire, on va dire, pour la conservation du tutuit, c'est la lutte contre le rat. Ok. On voit souvent dans les comptages, dans les comparatifs de l'évolution des populations, que le comptage a été fait en 2003. Ouais. Et pourquoi ça n'a pas été fait avant? Si, en fait, alors j'ai pas l'historique exact, mais en fait il y a eu plusieurs historiques avant, et on a eu des études, même des reports du tutuit depuis plusieurs années bien avant. Et en fait, on avait une population qui était déjà quand même... la population, même à l'époque des premières études, a été déjà cantonnée au massif de la Roche-Écrite. Mmh. Et on estimait quand même à plus d'une centaine, selon les études, à plus d'une centaine de couples. Okay. Et ensuite, il y a eu une période où on n'a plus trop d'informations, on avait un peu peur que l'espèce ait beaucoup diminué ou voire disparaître, donc on allait refaire un peu des études, et c'est là où on s'est aperçu qu'il y avait vraiment très peu de couples qui restaient. Et il y a eu aussi, donc je sais pas exactement l'historique ni qu'est-ce qui a enclenché ça au début, mais en 2003 ça a été en fait le début de la conservation des études de cette espèce, donc c'est un peu la référence. C'est quasiment là où on était au plus bas en fait au niveau population. C'est ça. Mais après ces chiffres sont aussi à prendre avec des pincettes, parce que c'est pas forcément qu'il existait 6 couples, c'est probablement pas la réalité d'ailleurs non plus, il y en avait probablement plus qu'on ne connaissait pas ou qui ne se reproduisaient pas, etc. Mais en tout cas dans l'état actuel, c'est que oui, pour l'état d'effort l'effort qu'on met en œuvre pour essayer de suivre cette unité actuellement et qu'on faisait à l'époque, on voit qu'il y a une vraie augmentation. Et comme maintenant c'est un peu plus suivi, c'est un peu plus scientifique, il y a des oiseaux qui sont bagués, donc on peut les suivre réellement. Maintenant on est sûr qu'il y a une augmentation. Nous on voit de plus en plus
de territoire aussi, sans forcément qu'il y ait de couple. Donc pour l'instant, peut-être des célibataires qui s'installent, donc ça arrive. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que les territoires s'étendent, c'est-à-dire qu'ils comblent pas juste ces petits trous dans le secteur, il commence à y en avoir de plus en plus bas et même de plus en plus haut. Cette année, on a trouvé un territoire à plus de 1900 mètres. Parce que moi, j'ai un peu peur, je sais pas si, imaginons que le programme de conservation il s'arrête parce qu'imaginons qu'il n'y ait plus assez de financement ou des difficultés humaines, etc. J'ai peur qu'en quelques années, on perde tous les efforts mis, quoi. Ouais. Donc ça, c'est important aussi. C'est pour ça qu'on a pas mal besoin de la population, des chantiers participatifs, des bénévoles, parce qu'en fait, nous, on est quelques salariés, on est motivés, on est passionnés, mais ça suffira largement pas, en fait. Oui. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui vient en vacances à La Réunion pendant la saison de vacances, on va dire juillet-août par exemple, Clairement, ouais. si lui il veut voir La Réunion de façon un peu différente ou quoi, il peut clairement contacter la CEOR et demander s'il y a des chantiers. Clairement. Après, il peut tout à fait faire ça. Il faut quand même avoir une condition physique parce que c'est quand même assez intense. Quand on fait du ressentier, il faut porter du raticide, etc. Mais il peut tout à fait demander. Il y aura tous les ans, on a aussi des sites avec des agendas en ligne. Hein. Il y a juste à cliquer, choisir sa date. Et en fait, les sessions sont programmées depuis le début d'année. Après, il s'inscrit. Et on essaiera de faire de la com. On s'y met un peu plus à la com aussi, mais on n'est pas forcément très bon. On n'est pas spécialisé là-dedans et on a du mal à toucher forcément la population. Et un des problèmes souvent, c'est qu'en fait, on touche souvent les sensibilisés. Les gens qui sont déjà intéressés, la population qui connaît déjà, qui vient depuis des années, mais la population réunionnaise qui vit ici, en fait, elle connaît moins et elle s'intéresse un peu moins. C'est juste que le tutuit existe, quoi. Et encore. Ah oui, ok. Ouais, certains oui, mais pour eux, beaucoup confondent le tutuit, le tech-tech. Il y a plein de gens qui disent qu'ils sont partis à ma fête et des tutuits partout au sol. En fait, c'est tech-tech. Et du coup, voilà, il y a encore pas mal d'éducation à ce niveau-là à faire, quoi. Merci. La démarche, c'est vraiment si on peut permettre à quelques personnes de partir en voyage et de se dire tiens, on peut aller faire ça avec tel asso, ça nous coûte rien, on permet d'aider une asso et au passage on apprend des choses, c'est génial. Ouais, déjà les faire connaître, ou même que ceux qui sont pas en mesure de voyager ou d'aider, mais peut-être qu'ils peuvent rester ou même supporter, adhérer, faire des dons, ça, c'est d'autres moyens de se tenir, quoi. Mais c'est ça, on n'est pas à l'abri de faire une vidéo, que la vidéo, bon, on sait pas, on va peut-être faire 1000 vues. Sur ces 1000 vues, il y en a peut-être 5 personnes qui vont se dire bah tiens, l'année prochaine j'ai prévu d'aller à La Réunion. Je vais contacter la CEOR et si sur ces 5 personnes, il suffit qu'il y ait une personne qui soit vraiment touchée par la cause et qui ait décidé de faire des dons ou quoi que ce soit, c'est déjà un pas en avant, quoi. Et ça fait flipper aujourd'hui de voir que t'as des jeunes partout qui se plaignent qu'on n'est pas bien en France, qu'on est bien nulle part, machin, qui se plaignent de la ville ou quoi, et qui après ne s'engagent pas sur du contenu comme ça et en ont en fait rien à péter de la biodiversité et tout ça. Ouais. Ça fait flipper. Bah, ça passe à fond par la com, l'éducation, par tout ça aussi, hein, mais bon. Et par l'expérience des fois, hein, parce que des fois tu le vois mais c'est tellement loin, tu n'arrives pas à te projeter ou tu comprends pas aussi, du coup peut-être que des fois tu as besoin de vivre une expérience qui te fasse qui te déclenche choc ou qui qui te fasse comprendre, réaliser aussi, tu vois. Peut-être la personne elle dit oui c'est très bien, mais bon c'est tellement loin de ce qu'elle vit qu'elle a du mal peut-être aussi à se projeter ou prendre conscience vraiment de ce que ça représente, tu vois. Alors peut-être qu'elle serait sur le terrain une fois et comprendrait tous les efforts ou toute la difficulté ou putain c'est beau mais ça va disparaître ou peut-être ça marcherait un peu mieux. Mais bon après je comprends que c'est pas évident, mais il y a peut-être aussi ce côté-là à développer, une éducation à amener les gens à je sais pas. Termine en beauté avec quand même cet oiseau qui est un des plus menacés du monde. Que vous avez pu voir, on est arrivé sur le territoire et il était là quoi. Et ça quand même c'est de la chance les gars je vous dis parce que... 1 mètre au téléphone comme ça. Ah ouais. C'est cool parce que nous on est tout le temps en forêt donc on le voit, je veux pas dire que c'est rare à voir, moi je le vois, puis on sait où ils sont donc on arrive à les voir, mais on a pris le temps aujourd'hui déjà, mais surtout ils étaient pas peureux quoi. Ouais. Ils venaient à côté mais bon par contre
j'ai pas compris, moi j'ai peur qu'ils aient échoué leur reproduction. Parce que c'était pas normal de voir les... Vu qu'on a trouvé le nid il y a 2 semaines, il était potentiellement en construction. En tout cas, ils étaient autour du nid, donc qu'il était en construction, en nourrissage, soit là ils étaient encore sur le nid, soit il avait un petit poussin avec eux. Et là on les a suivis presque 5 heures. La mâle et la femelle étaient ensemble, on les a vus se balader partout, chercher à bouffer. D'ailleurs, ils trouvaient pas grand chose à bouffer. Je les ai pas vus beaucoup prendre de proie. Et aucune trace de poussin, donc moi j'ai un peu peur que la repos allait échouer. C'est un jeune couple celui-là? Non, pas tant, non. Pas tant. C'est un couple adulte habitué, ouais. Ok. Et ouais, ça m'inquiète un peu. Peut-être qu'il y avait un petit poussin caché quelque part, mais bon, j'y crois pas. Aucun bruit ni rien, on les a suivis vraiment longtemps, quoi. Et est-ce que c'est les rats ou pas? Je sais pas. Ça dépend des endroits. Si je vraiment un seul petit parent. Bon, on va pas vous faire languir plus longtemps. Évidemment, on l'a trouvé tout de suite. Donc il est temps pour nous de vous dévoiler quelques images de cet oiseau qui se fait si rare aujourd'hui dans le monde.